Je vais résumer, caricaturer, simplifier en disant que c'est une émanation wahhabite. Au départ, l'actuel pouvoir des Séouds, vous noterez que l'Arabie dite séoudite est le seul État au monde qui porte le nom de son propriétaire. Donc l'Arabie tout court va devenir séoudite grâce à une formation collectiviste, une fraternité qui s'appelle l'Ikhwan. D'ailleurs, ce sera le même mot, Ikhwan al-Muslimi, pour les frères musulmans, qui est en fait une version beaucoup plus soft, beaucoup plus édulcorée. Alors bien sûr, c'est scandaleux de dire ça, il n'y a aucun rapport entre les frères musulmans, c'est ce qu'on essaye de faire croire, mais c'est ce qui historiquement n'est pas. Donc il y a une relation entre les frères musulmans et l'Ikhwan, la fraternité combattante, qui est totalement collectiviste, on oserait dire marxiste, que Ibn Saoud crée en 1912. Mais en 1929, il va la détruire. Comme aujourd'hui, on essaye de casser un peu les doigts de Daesh pour qu'il n'aille pas trop loin. Mais c'était un instrument de conquête de pouvoir, équipé d'une idéologie de conquête et une idéologie politique qui s'appelle le wahhabisme. Vous trouverez ça dans mon livre Les Égarés, écrit et décrit beaucoup plus en détail et de façon beaucoup plus circonstanciée. Donc Daesh, encore une fois, on va résumer, c'est un instrument des Occidentaux, comme l'a été Al-Qaïda. C'est d'ailleurs connexe d'Al-Qaïda, c'est une annexe d'Al-Qaïda. Al-Qaïda est formé au départ par, on le sait, avant même l'entrée des soviétiques en Afghanistan, un an ou 2 ans avant, en 1977, déjà les premiers éléments d'Al-Qaïda, de la Légion arabe, sont infiltrés en Afghanistan par le truchement des services, l'inter-intelligence service, les services spéciaux pakistanais. Voilà. Donc, instrument des Occidentaux, mais également qui prend comme tous les diables sortis de la boîte, comme tous les golems, qui prend son autonomie et qui, à un moment donné, effectivement, menace même ses commanditaires. Écoutez, le 9, c'est qu'on nous annonce des frappes, que les gens de l'État islamique en Irak et au Levant auraient reculé dans les rues de Kobané. D'après tous les témoignages sur place, c'est complètement faux. Ils continuent à avancer. La Turquie, non seulement ne franchit pas la frontière, mais ne bouge pas le petit doigt, continue à fermer cette frontière pour empêcher les Kurdes de venir au secours de leurs frères et de leurs coreligionnaires en Syrie. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, Ankara joue ouvertement le jeu de Daesh et que les Occidentaux se vantent amplement de l'efficacité de frappe qui, on finit par se le demander, sont calculées justement pour ne pas être efficaces. Écoutez, quand on a une voiture, on a un accélérateur et un frein. Quand la voiture commence à s'emballer, on appuie sur le frein. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs une explication pour l'innocuité des frappes aussi bien anglaises, on se vante d'avoir détruit un pick-up Super Duty de la marque Ford, parce que équipé d'une petite mitrailleuse lourde sur son pont. Enfin, tout cela est ridicule. On nous dit aussi qu'on aurait utilisé X missiles de croisière pour détruire un ancien officier français qui serait passé un instructeur, certainement en Syrie, un formateur et un instructeur qui serait passé, mais un artificier qui aurait formé des éléments de l'armée syrienne libre. Mais on sait que dans cette fameuse armée syrienne libre, soutenue, équipée, financée par le camp occidental, il y a aussi des éléments tout à fait fondamentalistes et fanatiques, et que les frontières, les distinctions sont extrêmement faibles. Donc on aurait essayé de détruire cet homme, de l'annihiler, mais on n'y serait pas parvenu. Alors, le jeu des Occidentaux, c'est qu'aujourd'hui, il faut à la fois donner l'impression que l'on détruit Daesh, mais en même temps laissant subsister le prétexte pour intervenir éventuellement en Syrie. D'ailleurs, on peut noter que ce ne sont pas les équipements des islamistes qui ont été détruits, mais par exemple des infrastructures pétrolières
qui leur servait d'approvisionnement. Mais en dehors de Daesh, ces infrastructures pétrolières servaient plutôt et prioritairement au départ au gouvernement syrien et à l'État syrien en général, à la nation syrienne. Donc double jeu ambigu. Et puis j'ajouterais juste une chose, c'est qu'aujourd'hui on voit que il y a des camps d'entraînement qui viennent de s'ouvrir pour les combattants anti-Daesh en Arabie Saoudite. Mais il est bien clair que Daesh constitue une menace pour l'Arabie Saoudite, puisqu'ils se sont placés sur le terrain du califat, donc du leadership confessionnel et religieux, de la direction de l'Oumma, qui exerçait plus ou moins implicitement les séouds, autoproclamés gardiens des lieux saints de l'islam. Ils s'en déclarent après en 1924, je crois, c'est en fin 1924, la prise de la Mecque puis de Médine, qui sont les deux premiers lieux saints, le troisième étant Jérusalem. Mais les séouds n'étant pas de la descendance du prophète, ils ne pouvaient pas se déclarer califes. Et d'ailleurs, je pense que l'idéologie wahhabite est aux antipodes, est à l'opposé du califat. Donc là, ils ont un concurrent, un rival sérieux, et il s'agit de lui rogner un peu les griffes et les ongles, mais pas en totalité, juste ce qu'il faut. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, le chef d'état-major de l'armée américaine nous avait expliqué que inéluctablement nous enverrions des troupes au sol. Quand je dis nous, c'est l'OTAN, les occidentalistes, les membres de la coalition, qui regroupent quand même 40-41 pays, ce qui n'est quand même pas une mince coalition, que nous irions au sol, démenti aussitôt par le président Obama. Mais quand on regarde bien les déclarations des experts militaires, des décideurs, on voit bien que l'on s'y prépare. La France aussi. Alors les Américains sont d'ailleurs déjà au sol par leurs experts, leurs forces spéciales. Il faut, si l'on pensait une chose, si l'on opère des frappes avec des bombes à ciblage laser ou autres, qu'on utilise même des drones, il faut ce qu'on appelle des gens qui éclairent les cibles, qui les repèrent, qui les déterminent et qui les éclairent le cas échéant. Éclairés d'ailleurs avec des faisceaux laser pour pouvoir les guider à partir du sol. Donc on a déjà des troupes au sol, mais qui sont des troupes quasi clandestines, ou des instructeurs du côté kurde, ou en Jordanie, dans des camps en Jordanie, ou en Arabie Saoudite, on doit en avoir un peu partout. Mais ce sont des experts. Maintenant, si l'on regarde bien les déclarations françaises, l'on sait, tout le monde s'attend et prévoit une guerre longue, minimum 3 ans, je ne sais pas comment ils peuvent dire 3 ans. Bah, écoutez, les espaces sont vastes, les troupes sont dispersées, comment détruire avec des frappes aériennes sans aller au sol? Tous les techniciens vous diront, les spécialistes vous diront que c'est impossible. Donc il faudra, si l'on veut vraiment, et puisque l'armée irakienne apparaît tout à fait hors service, hors circuit, pas hors service, hors circuit, ce qui n'est pas la même chose, il faudra bien y aller. Mais comme faisait remarquer quelqu'un d'extrême bon sens, avec quelles troupes, quels moyens en France? Nous sommes déjà au Mali, nous sommes en Centrafrique. L'armée française en est à louer ses matériels parce qu'elle ne peut plus les acquérir, les posséder, les entretenir. Le seul budget en France qui augmente, c'est l'immense usine à analphabétisme qui s'appelle l'éducation nationale. Il faut le dire, c'est une réalité. Ce n'est pas un propos polémique, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Et l'armée, au contraire, alors que nous nous embarquons dans toujours plus de guerres, et encore faut-il ajouter que le spectre d'un conflit ouvert européen en Ukraine n'est pas écarté. En tout cas, n'est pas tout à fait écarté. Certainement l'objectif de toute cette affaire, et donc également de la mise en scène et du montage Daesh. Vous remarquerez que les exécutions d'otages très spectaculaires, très médiatiques,
interviennent à des moments clés lorsque des décisions doivent être prises ou lorsque tel président de la République se trouve en train de tomber à la verticale dans un gouffre sans fond. Il est bien clair qu'en fait le véritable objectif, c'est certainement de reprendre la guerre contre la Syrie là où nous l'avions abandonnée, le 28 août 2013, lorsque le président Obama fait une déclaration en disant qu'il annule les frappes et que M. Hollande en France reste un peu le bec dans l'eau. Oui, on peut dire le bec dans l'eau, alors que les turbines de ces appareils qui sont prêtes au décollage sont déjà à la chauffe. Tout cela a été d'ailleurs une étrange volte-face, mais aujourd'hui 60% de l'opinion américaine est favorable à la guerre. Cette décision est aussi acquise au Congrès des États-Unis d'Amérique, donc tout est en règle. Maintenant, donc, sous couvert de Daesh, de frapper Daesh en Syrie, et là, il y a eu d'ailleurs des échanges assez polémiques. On a dit qu'il y avait une collaboration du gouvernement de Damas pour désigner des cibles, pour des repérages. C'est certainement faux, puisque le gouvernement américain a fait savoir que alors qu'il y aura violation de l'espace aérien syrien, national syrien, s'il y avait des réactions, c'est-à-dire éventuellement des tirs de missiles, ou même ce qu'on appelle réaction, c'est simplement l'acquisition des avions de chasse dans des radars d'acquisition, donc des repérages. On considère que c'est un acte agressif et offensif. À ce moment-là, on peut aussi bien tirer sur les radars. Donc on se trouve dans un engrenage qui peut finalement, et peut-être fatalement, aboutir à ce que, au-delà des frappes contre Daesh, État islamique, on en arrive à détruire des cibles proprement gouvernementales. C'est déjà arrivé sur le plateau du Golan. Un avion s'était un peu trop approché de la frontière israélienne il y a une quinzaine de jours. L'avion a été détruit par les missiles de dôme de fer, les missiles patriotes, par des missiles patriotes. Monsieur Netanyahou, qui est passé à la télévision pour expliquer en disant on n'a pas fait exprès, bien sûr. Monsieur Netanyahou était hilar, mais on sait très bien que la destruction de cet appareil syrien venait en appui des gens du Daesh qui étaient malmenés au sol. Donc il y a déjà, de même qu'en fermant sa frontière, la Turquie appuie et soutient les gens du Daesh qui sont en partie étrillés par les forces kurdes, mais qui ne peuvent pas se replier, qui n'ont pas d'arrière, en quelque sorte, pour leur ravitaillement ou pour leur repli éventuel. Donc on voit bien que derrière les intentions affichées de lutter contre l'islamisme, le djihadisme, c'est tout autre chose qui est en jeu, et que le véritable objectif non avoué, c'est la Syrie, et au-delà de la Syrie, c'est la Russie, puisque la Syrie constitue aujourd'hui un allié de Moscou. Damas est un allié de Moscou, mais également il y a une base, la base de Tartous, la seule base russe de la Fédération de Russie en Méditerranée. Puis surtout, il y a des enjeux considérables en matière de léoducs, de gazoducs et de réserves d'énergie fossile. Il y a une progression, petit à petit en enseignement, à part ces bastions de l'État islamique au nord, et qui, ne pouvant plus grignoter vers le sud sur les positions gouvernementales, grignotent au nord vers la Turquie. Pensons à cela. Donc là, il y aura une enclave, mais ça correspond un petit peu au partage qui était prévu depuis longtemps, depuis 1916, et les accords secrets. Je dis bien Sykes-Picot entre Londres et Paris, et de découpage du Proche-Orient. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un redécoupage, une recomposition. Et la Turquie sait qu'à l'arrivée, d'ailleurs, elle pourrait en pâtir, puisque qui dit Grand Kurdistan, et des élections étaient prévues par le clan Barzani à Kirkouk, qui étaient prévues dans toute la région de Kirkouk, d'Erbil, est-ce que c'est Erbil la capitale, et Kirkouk vient de tomber aux mains des Kurdes, au détriment des communautés chrétiennes, des communautés turkmènes également, que ce référendum d'autonomie, d'indépendance,
du Kurdistan gagnera de proche en proche aussi bien la Turquie. Et au-delà de ça, il peut y avoir un jeu de domino, puisque l'Union européenne est en train de se rapprocher de l'Azerbaïdjan, comme elle l'a fait avec l'Ukraine, de créer des liens privilégiés. Demain, ça sera aussi avec la Géorgie. On va faire entrer peut-être tout ce petit monde dans l'OTAN. Qui dit Azerbaïdjan dit Nagorno-Karabakh, Grand Azerbaïdjan, mais le Grand Azerbaïdjan déborde aussi sur l'Iran. Donc on est en pleine décomposition, fragmentation de l'Orient et du Caucase, mais avec à l'horizon des recompositions qui seront des recompositions géopolitiques terribles. Les appuis du côté syrien, vous avez raison de poser la question. Enfin, j'allais dire tout le monde le sait. Non, c'est faux, tout le monde ne le sait pas. Ils disposent du parti de gouvernement et non pas du parti terroriste chiite libanais Hezbollah, mais qui sont très liés au Pasdaran, aux combattants de la révolution, aux gardiens de la révolution iranien, puisque je pense qu'ils s'entraînent, même le Hezbollah va s'entraîner sur le territoire iranien, où il possède des camps. Donc il y a aussi sans doute peut-être des Pasdaran, il y a aussi des troupes, des milices chiites irakiennes, chiites. Donc il y a l'arc chiite qui est mobilisé, qui est arc-bouté, et qui d'ailleurs, il y a eu des déclarations récentes, je crois, du guide suprême de la révolution en Iran, si ce n'est lui, c'est son adjoint, nous disant que les chiites, ce fameux arc chiite, était prêt à la résistance totale, justement, à la fois contre l'État islamique et contre ceux qui chercheraient à cette occasion à empiéter sur les positions et sur les zones d'influence chiite. Alors on parlait des Russes aussi, et des intérêts russes, et comment réagit Moscou à ça? Moscou s'occupe beaucoup de l'Ukraine, difficile d'avoir plusieurs fers au feu, mais croyez-moi, les Russes sont extrêmement vigilants, mais aujourd'hui, le foyer véritable, c'est l'Ukraine, qui est aussi un foyer explosif potentiel, mais pensez qu'il y a d'autres foyers dont personne ne parle. Regardez ce qui se passe au Yémen, où les minorités chiites sont en ébullition, luttent ouvertement contre les tenants, de ceux qui ont fait, les fanatiques qui ont fait allégeance à l'État islamique. On a un embrasement potentiel dans bien des pays, Pakistan, Inde, Indonésie, Philippines, un peu partout il y a des pensées à Boko Haram également au Nigeria, à Acmi dans le Sahel. Beaucoup des groupes présents dans ces zones ont fait, je crois que c'est dans les Philippines, le groupe Abu Sayyaf, si je dis une bêtise, on ne m'en voudra pas. Pensez que la plupart de ces groupes, aujourd'hui, font allégeance à l'État islamique, ou en tout cas se rallient à sa stratégie, même s'il n'y a pas d'allégeance totale et absolue.